Ces hommes et ces femmes qui revendiquent en Allemagne de braver les lois au nom de la solidarité. Ces Fluchthelfer, assistants à l'évasion ou passeurs humanitaires, appellent tout un chacun à les imiter. Quand on est un élu, cette désobéissance civile passe mal, comme l'a encore montré cette semaine l'interpellation urgente visant un municipal lausannois qui défend les migrants. Et ce n'est pas le premier député en Suisse à avoir des soucis, c'est un reportage de Marion Falliou. Nous traversons les Alpes depuis des années. Ça a toujours été un plaisir, mais aujourd'hui, je suis stressée. Au début, j'étais un peu réticent. Ce n'est pas n'importe quoi ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce couple d'Allemands enfreint la loi en faisant passer illégalement une frontière à un migrant. Il y a déjà eu des passeurs dans l'histoire. À l'époque, c'était considéré comme illégal. Mais plutôt qu'à un tribunal, il faut se fier au jugement de l'histoire. Max est un Fluchthelfer, un passeur ou une personne qui aide des réfugiés. La traduction dépend du point de vue. Ce Berlinois fait partie d'un collectif qui donne des conseils pratiques aux personnes qui veulent faire passer des migrants en Allemagne. Concrètement, nous recommandons d'utiliser un véhicule discret. Il faut éviter les bus VV recouverts de fleurs et plutôt utiliser une voiture un peu chic, comme celle des parents par exemple. C'est eux qui ont réalisé le film avec le couple de personnes âgées pour appeler le plus de monde possible à faire de la désobéissance civile. L'année dernière, ce mouvement n'est pas né dans des milieux d'activistes, mais au sein de la société. Parmi les gens qui ont aidé des réfugiés, il y avait des familles qui avaient encore un siège de libre dans leur voiture. Il y avait le curé d'un village bavarois proche de la frontière qui a fait de nombreux allers-retours. Et aussi des hommes d'affaires qui étaient sur la route et qui ont ouvert les portes de leur voiture. Passer de la légalité à la désobéissance civile, c'est ce que la députée tessinoise Lisa Bozia-Mira a fait. Changer une situation qu'elle ne supportait plus. Et cette situation, la voilà, un Calais aux portes de la Suisse. Dans ce parc de la ville de Côme, des centaines de migrants interdits d'entrer sur le territoire helvétique s'entassent dans ce camp improvisé. Cet été, Lisa était déjà très active avec son association qui offre des repas aux migrants, avec sa volonté pour demander à la Suisse d'ouvrir ses portes au nom du regroupement familial. Ils doivent démontrer qu'il y a un lien de parentel, ce qui n'est pas évident parce qu'ils n'ont pas de papier, donc ils ne peuvent pas faire le test de DNA et donc pour un monsieur c'est difficile de démontrer que sa femme est sa femme. Et ça c'est la raison pour laquelle il essaie de passer à toute force. Mais le 1er septembre dernier, elle a franchi un pas de plus. Accusée d'avoir organisé le passage clandestin de 4 mineurs, la députée a été arrêtée à la ville frontière de Stabio par une unité spécialisée dans la lutte contre les passeurs. Certes, dans le cas d'aujourd'hui, il n'y a pas de facteurs aggravants, mais c'est une infraction à l'article 116 de la loi sur les étrangers, donc un délit. Un délit aux yeux de la loi, un acte héroïque pour la présidente des Jeunes socialistes. Dans un tweet, elle explique que quand l'injustice devient légale, la résistance est un devoir et que nous devons suivre l'exemple de Lisa. S'il y a une loi, s'il y a une situation où la dignité humaine, où la vie humaine n'est pas protégée, alors la désobéissance civile devient un moyen légitime pour changer cette situation. Sur les hauts de Montreux, Graziella, elle aussi, prône la désobéissance civile et elle annonce clairement la couleur. En général, on cache quelque chose dont on a honte. Mais là, moi, je parle plutôt de protection. Quand je prends quelqu'un chez moi, je le protège, je ne le cache pas.
Voilà, je vous montre la chambre qui était la chambre de mes enfants et puis qui maintenant est la chambre d'amis, dont mes amis réfugiés quand ils ont besoin d'un lieu de protection. On est beaucoup, hein. Je ne suis pas seule à exercer la désobéissance civile. Je ne suis pas la seule à protéger de temps en temps des personnes tout en sachant qu'on contredit à certaines lois. On le sait, on sait très bien qu'est-ce qu'éventuellement on peut risquer et tout. Mais moi, je suis particulièrement indignée de tout ce qui se passe en Suisse maintenant. Si vous êtes soumis aux accords de Dublin, c'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est arrivée en Suisse en passant par un autre pays européen, ben, vous devez être envoyé dans ce pays. À mon avis, ça, c'est une violation importante des droits de chaque personne à demander l'asile là où elle entend le faire. Samedi dernier, manifestation nationale dans les rues de Lausanne pour demander l'arrêt de ces renvois Dublin. Avec la révision de la loi sur l'asile et l'arrivée massive de réfugiés cet été, les frontières de la Suisse sont devenues plus hermétiques. La pression est mise sur les cantons pour qu'ils appliquent la loi sans marge d'appréciation. Le canton de Vaud et son conseiller d'État Philippe Lebas sont en première ligne. Mauvais élèves selon le Conseil fédéral, exécutants zélés selon les militants du droit d'asile. Je ne m'autorise tout simplement pas de m'écarter du droit fédéral, puisque celui-ci a été accepté en votation populaire et que j'ai prêté serment. Et ce que j'exige d'autrui en matière de respect du serment, je me l'impose à moi-même. Si le conseiller d'État martèle le devoir de respecter la loi, c'est que plusieurs élus ont appelé à la désobéissance civile lors d'une conférence de presse en faveur des migrants. Ce 21 septembre, le municipal lausannois David Payot affichait ses convictions. Est-ce que vous seriez prêt, vous aussi, à héberger une personne chez vous alors que cette personne est clandestine en Suisse ? Oui, personnellement, je trouve que si des motifs le justifient, c'est quelque chose qui est défendable. C'est cette phrase qui a alimenté pendant plus de 2 heures les débats du Conseil communal lausannois mardi dernier. Nous en venons maintenant à l'interpellation urgente intitulée « La municipalité parraine-t-elle un hors-la-loi ?» et j'appelle à la tribune les 2 interpellants, soit messieurs Xavier Dehaller et Jean-Daniel Anchaud. L'attitude du municipal respecte-t-elle le serment qu'il a prêté en acceptant sa fonction ? En substance, le PLR reproche à David Payot d'avoir violé son devoir de magistrat et à la municipalité de le couvrir. De l'avis de la municipalité, M. Payot, en prenant part à titre personnel à une conférence de presse soutenant le collectif R dans sa lutte contre le renvoi des migrants, a exercé précisément son droit fondamental à la liberté d'expression dans un dossier par ailleurs complexe et sensible de politique cantonale, fédérale et internationale. La municipalité ne voit pas quelle infraction pénale M. Payot aurait pu avoir commis en la matière. Merci. L'interpellation a tourné au procès pour ou contre la désobéissance civile. S'il m'a paru naturel de me proposer comme marraine pour le collectif... Puisqu'à l'intérieur de la salle se trouvaient plusieurs parrains du collectif R, mouvement en faveur des migrants. Merci à David Payot pour avoir fait retentir cet appel. Que reste-t-il d'autre que la désobéissance quand la loi sur l'asile est devenue ce qu'elle est ? Machine à broyer des vies humaines, mécanique bien rodée et organisée pour maximiser des renvois à tour de bras. Monsieur Conscience, simplement, dans les 6 premiers mois de l'année, sur 220 personnes qui n'ont pas été renvoyées de Suisse dans les cas Dublin, près de 150 proviennent du canton de Vaud. Alors je me permets de dire quand même que s'il y a un canton qui est beaucoup plus ouvert à ne pas appliquer les accords de Dublin, eh bien c'est effectivement le canton de Vaud. Ça n'est pas tout à fait acceptable qu'on ait un municipal, un représentant de la municipalité de Lausanne qui fasse appel à la désobéissance civile. Ça, je dois dire, ça me dérange. Un membre d'un exécutif doit s'en tenir à la loi qui est en vigueur. Et c'est ça, mesdames et messieurs, l'aspect essentiel de cette interpellation, l'état de droit. Un membre d'un exécutif doit appliquer la loi. Nous allons donc voter. Ce raisonnement a abouti à une demande de suspension temporaire de David Payot, demande largement rejetée. Par 52 non contre 26 oui, avec 3 abstentions, vous avez refusé la résolution de M. Xavier Dehaller. Et cet objet est donc clos.
Il y a beaucoup de choses stressantes quand on est municipal. Personnellement, j'aime mieux me faire reprocher ce que j'ai fait que ce que je ne fais pas. Ce qu'il fait, c'est être parrain du collectif R, comme 25 autres personnalités vaudoises qui donnent leur adresse à des migrants sous le coup d'un renvoi. La pression semble s'intensifier sur ce réseau, avec 4 perquisitions ces dernières semaines, notamment chez l'élu Pierre Conscience. Alors voilà, ça s'est passé le 15 septembre dernier, il était 6h15 du matin. C'est donc 3 agents de la police de sûreté vaudoise qui sont venus à mon domicile, munis d'une perquisition à la recherche de Papé Fontaine Momboya, et qui sont donc entrés dans mon domicile pour trouver la personne, ainsi que des documents de voyage et des documents d'identité. Cette perquisition donc, leur a permis d'aller dans la chambre de mes colocataires, qui se trouve ici, dans la cuisine et aussi dans le salon. Vous trouvez ici la perquisition qui m'a donc été livrée avant d'entrer dans mon domicile. Moi, je pense que c'est une mesure d'intimidation par le fait qu'ils étaient là pour chercher des documents d'identité qu'ils n'ont pas cherchés. Donc, ils sont juste venus, ils ont vérifié partout où un être humain pouvait se trouver, sur le balcon, sous le canapé, sous les lits de mes colocataires, mais rien d'autre. Donc, on voit qu'au fond, ils savaient qu'ils n'allaient pas trouver ce qu'ils étaient prétendument venus chercher, mais qu'à l'inverse, ils venaient pour intimider des personnes qui sont solidaires des requérants d'asile menacés de renvoi dans le cadre des accords de Dublin. Cet appel à la solidarité lancé par près de 3000 personnes ne semble pas trouver d'écho aux oreilles des autorités cantonales. Je constate que la désobéissance civile, c'est le chaos. Nous avons un ordre juridique, en l'occurrence pour ce qui relève de l'asile et des étrangers, adopté en votation populaire, démocratiquement, et par voie de conséquence, cet ordre juridique démocratiquement accepté s'impose aux magistrats. Je ne reconnais pas un magistrat à un autre, comme à moi, le droit de choisir les législations qu'il respecte et les législations qu'il viole. Céline Hervagne est d'un tout autre avis. Celle que Philippe Lebas appelle la députée chantre des requérants déboutés a hébergé sous son toit 2 Érythréennes et un jeune Afghan qui auraient dû être envoyés en Italie. Elle sait qu'en faisant cela, elle s'expose à des sanctions. Probablement une amende, j'imagine. Je n'ai pas été creusée très loin. Peut-être de la prison, mais enfin, voilà. S'il faut faire quelques jours de prison pour cela, je suis prête à l'assumer, mais je ne pense pas que ça va si loin. Et puis, comme députée, de pas être élue. Et alors, j'ai envie de dire, si je suis députée, si je m'engage, c'est aussi pour défendre justement cet état de droit auquel je crois, ces droits fondamentaux, le système que l'on a en place, la démocratie, et puis voilà. Selon la loi sur les étrangers, l'incitation au trafic de migrants est passible d'une peine de 5 ans de prison. Michael Buffa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des derniers conseillers nationaux élus, UDC et vaudois. Oui. Vous êtes membre de la Commission des institutions politiques du national, mobilisé par les questions de l'asile. Est-ce que pour vous, ces élus ou même ces citoyens qui font de la désobéissance civile, est-ce qu'il faut les sanctionner ? Donc déjà, peut-être pour recadrer, les requérants d'asile qui viennent en Suisse, qui sont admis à titre d'asile, sont bien logés, on n'a pas besoin de leur trouver des gens comme ça pour les loger. Là, on parle de personnes qui ne ressortent pas de l'asile ou alors qui sont concernées par les accords de Dublin, c'est-à-dire qui doivent être retournés parce qu'ils ont fait des demandes dans un pays dit sûr, que ce soit l'Italie, la Belgique ou la France, auxquels ils ont déjà fait une demande et ensuite ils sont venus dans notre pays. Alors non, je trouve ça désolant, ces images qu'on voit de la part d'élus. Je pense qu'un élu, non seulement doit respecter les lois, mais en plus, il ne doit pas se permettre d'appeler à la désobéissance civile, surtout que ces mêmes personnes font partie du système, font partie de la démocratie. Ils ont accepté des mandats, ils ont été élus et ils peuvent agir au sein de leur grand conseil, au sein de leur conseil national pour les élus nationaux, afin de faire changer des lois qui apparemment ne leur conviennent pas. Alors les sanctionner, pour vous ? Il faut les sanctionner ? Alors, ils doivent, s'ils ont fait des choses illégales, c'est clair, être sanctionnés. Et ensuite, politiquement, c'est clair, la population doit sanctionner ces élus. Ces élus ont les moyens d'agir plus qu'un citoyen lambda sur les lois. Si une loi ne me convient pas, je peux déposer une motion au Parlement pour demander qu'on change sa loi. Et ensuite, démocratiquement, on décidera. Le Parlement regardera s'il est d'accord ou pas de modifier la loi. S'il est d'accord de la modifier, ensuite, le peuple
a toujours le dernier mot. De notre système, il pourra dire s'il est valide ou pas cette modification. Mais une fois que la loi est acceptée par tous, il faut l'accepter. Et c'est d'autant plus comique de cette situation, si j'ose dire, c'est qu'il s'agit de la loi sur l'asile, que seul l'UDC s'y était opposé, tout comme les accords de Dublin, et que tous ces partis ont soutenu ces accords de Dublin. Ces partis ont soutenu les lois sur l'asile, et maintenant ils viennent se plaindre comme quoi c'est une loi inhumaine. Donc finalement, quand ils le font à titre privé, ça ne vous dérange pas, ou ça vous dérange moins ? Alors, ce qui me dérange, c'est quand je vois le cas de M. Payot, par exemple, là, un municipal lausannois qui est membre de l'exécutif, pour deux choses. Premièrement, l'exécutif, sa mission, c'est d'exécuter les lois, c'est pas d'appeler à la désobéissance. Et puis ensuite, il a surtout une responsabilité, il est membre de l'exécutif de la municipalité de Lausanne, il représente sa commune vis-à-vis du reste de la population, c'est pas un simple conseiller communal, il est municipal de sa commune, il représente sa commune, et par ses propos, c'est clair, il engage sa commune. Je trouve ça vraiment très désolant. Alors les jeunes UDC vaudois ont déposé plainte dans le cas de Lisa Bosé-Amira, non pas contre elle, mais contre la présidente des jeunes socialistes qui avait appelé à imiter l'action de Lisa Bosé-Amira, une plainte qui a par la suite été classée. Dans le cas de David Payot, on a vu que là non plus, pas de suspension. Vous avez de la peine à vous faire entendre ? Alors actuellement, je crois que dans la plainte de M. Payot, le préfet a soumis le cas au procureur général du canton de Vaud, qui traitera ça quand il aura un moment de le faire. Mais j'entends, après, maintenant, c'est politiquement qu'on doit sanctionner ces gens-là, c'est à l'électeur de se dire qu'est-ce qui nous défend vraiment. Est-ce qu'on peut continuer à voter pour des gens qui appellent à ne pas respecter la loi ? Est-ce que le ministre des Finances pourra continuer à dire payez vos impôts si des municipaux, j'entends, acceptent de ne pas faire la loi ? Si on revient sur ce thème de criminel, justement, la présidente des jeunes socialistes qui a répondu à la plainte des jeunes UDC disait si Lisa Bosé-Amira est une criminelle, alors Paul Gruninger l'est aussi. Alors on rappelle peut-être juste qu'il s'agit du chef de la police saint-galloise qui avait permis à des réfugiés juifs d'entrer en Suisse en 1939 et qui leur avait permis d'éviter une mort certaine, qui lui d'ailleurs a été condamné à l'époque et réhabilité seulement récemment alors qu'il est maintenant un juste parmi les nations. Est-ce qu'il faut appliquer la loi aveuglément ? Non, mais là, on mélange tout. C'est même minimiser ce qui s'est passé de catastrophique pendant la Deuxième Guerre mondiale que de parler de la façon. On parle de personnes qui sont déboutées d'asile, qui ne correspondent pas aux critères d'asile ou alors qui ont déjà fait une demande dans un autre pays. Ces personnes seront simplement renvoyées dans d'autres pays signataires des accords de Dublin, qui sont des pays principalement de l'Union européenne. Donc quand ils disent, ces militants, finalement, ils n'ont pas peur du jugement de l'histoire, vous n'avez pas peur du jugement de l'histoire ? Non. Michael Buffa, merci beaucoup d'être venu répondre en direct à nos questions. Merci. Mi-homme, mi-machine, ce n'est pas de la science-fiction, mais la réalité du premier championnat bionique du monde qui vient de se dérouler à Zurich. La technologie vient remplacer la mobilité perdue suite à un accident ou à une maladie qui produit des hommes augmentés. C'est le deuxième épisode de notre série dédiée au robot Yann Dued. Des athlètes handicapés comme venus du futur. Des hommes et des femmes équipés du nec plus ultra de la technologie moderne, avec autour d'eux des équipes de chercheurs, des scientifiques, qui ont passé des années à développer ces machines. Bienvenue au Cibathlon, une épreuve qui a vu s'affronter hier 66 équipes de 25 pays différents, devant un public conquis. L'ambiance est super. Il faut voir comment réagit le public, ça fait vraiment plaisir. Et ça ajoute aussi de la tension. C'est génial de pouvoir participer à cet événement. Magnifique. Ce qui compte ici, ce n'est pas la performance sportive comme aux Jeux paralympiques, mais l'efficacité du mariage entre la technologie et l'être humain. Au total, 6 disciplines étaient au programme à Zurich pour autant de handicaps moteurs et de destins difficiles. Nous allons vous raconter l'histoire de 3 de ces athlètes pour qui la technologie est aujourd'hui synonyme de nouveau départ. Nous sommes aux Pays-Bas, la province de Groningue, à une trentaine de kilomètres de la mer du Nord. Cette petite maison est celle de Bert, 53 ans. Depuis un accident du travail en 2006, ce père de famille vit avec une main bionique. Bert ne travaille plus, il touche une pension d'invalidité, mais pour le reste, ce Hollandais fait tout comme invalide. Les choses qui ont changé parce que je porte une prothèse, ce sont les choses du quotidien.
Par exemple, les emballages plastiques me font parfois perdre les nerfs au moment de les ouvrir. Mais sans prothèse, ce serait encore pire. Cette prothèse myoélectrique est un bijou de technologie, facturé plus de 40 000 francs. Dans le monde, ils ne sont qu'un millier à la porter. Bert a été l'un des tout premiers. Ce gaucher qui a dû devenir droitier après son amputation s'en amuse désormais. Les gens normaux n'ont pas du tout besoin de penser à ce qu'ils font. Moi, je dois à l'avance être au clair dans ma tête. Je vais faire ça de cette façon. Cela a donc beaucoup de désavantages. Mais il y a aussi un avantage. Quand on cuisine, on peut se brûler. Moi, je ne sens rien. Dans son petit pavillon, le handicap de Bert n'est visible que dans son bureau à l'étage. Ici, il a exposé toutes ses mains de substitution. Celle qu'il porte aujourd'hui est un mélange de néoprène, de carbone et d'aluminium. Le moteur électrique est caché dans la main et il réagit aux contractions musculaires de l'avant-bras de Bert. Sur ma prothèse, il y a ce cordon, car mon bras est très long et il a une forme très particulière. Ceci permet que la prothèse soit très bien fixée sur mon bras. Ici, on peut très bien voir où sont les électrodes. Et quand je fais bouger mon muscle, on voit que l'électrode est placée au bon endroit. Ici, c'est pour ouvrir la main et ici, derrière, pour fermer la main. Et là, on voit les électrodes qui sont à l'intérieur. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. C'est aussi simple que ça. Le système va même encore plus loin, avec cette tablette qui communique avec la main via une liaison sans fil. Sur l'écran, Bert peut modifier les fonctions préprogrammées de la prothèse. Mouvement des doigts, mouvement du pouce, presque tout est possible. C'est futuriste. Oui, et le futur est déjà là. C'est dingue que l'on puisse commander une prothèse via un ordinateur. C'est fou qu'on en soit là aujourd'hui. Mais parmi ces mains bioniques, Bert en possède une encore plus particulière. Elle est unique, elle a été faite spécialement pour lui. Son utilité, assouvir une passion que même son terrible accident n'a pu interrompre. Voilà mon rêve. Un rêve que j'ai cru perdre à un moment. Mais elle est finalement toujours là. Ça continue. Ça me procure un plaisir fou de pouvoir toujours rouler en moto. C'est énorme. La moto, Bert est remonté dessus à peine 6 mois après son accident. Avec sa famille, elle a été le moteur essentiel de sa rééducation. Aujourd'hui, Bert parcourt l'Europe sur son 2 roues. Autriche, Italie, Norvège, rien ne l'arrête et sa femme l'accompagne à chaque fois. Le Hollandais a même créé un site spécialisé pour les motards amputés. Son nom, avecunemain.com. La prothèse se fixe sur le guidon à gauche et à droite, il y a maintenant l'embrayage que j'active avec le pouce. Il y a aussi le freinage d'urgence, c'est obligatoire. Toutes les commandes sont regroupées dans une main en fait, c'est très facile. Comme si ça n'avait jamais été autrement en vérité. Je crois que mon message pour les gens qui ont un handicap est qu'il ne faut jamais renoncer. Il faut toujours essayer. Après, on peut se dire « je ne peux pas le faire » ou alors « j'y arrive ». C'est ça le plus important. Pour préparer le cibathlon, Bert s'est entraîné intensivement. 3 séances de fitness par semaine, avec du vélo pour la rapidité de mouvement, mais surtout des haltères pour muscler harmonieusement le haut de son corps. Mon bras droit et mon bras gauche tirent ensemble. Je mobilise la même force de chaque côté. Une détermination